accepté ce mouvement-là. Depuis le début, je pense que non. Le hip-hop en Afrique, on allait être très loin. Bien sûr, mais c'est comme je t'ai dit, tu sais, quand tu es enfant, tu regardes les gens faire. Yeah. Maintenant, tu deviens un homme, tu grandis, quand tu prends ce que tu as vu les gens faire et créer pour toi-même et devenir toi-même, quand tu arrives à devenir toi-même. Yeah. Et le rap, par exemple, parlons des Gamsons. Nous, on était carrément le groupe connecté directement à Marseille, à la France. Même les flows, les textes qu'on écrivait, un simple Burkinabé qui prend un texte d'un gars de Dégamson, c'est compliqué à comprendre. Parce que c'était du français lourd, les rimes compliquées et des flows à la française. Et ensuite, Voilà. Donc ça faisait qu'on n'était pas. Le problème d'Obissi, c'était un peu ça. On n'était pas accessible. Les gens nous aimaient. Ceux qui nous aimaient parce qu'ils nous aimaient. Mais il y a des gens qui n'arrivaient pas, qui voulaient nous aimer, mais qui ne pouvaient pas nous aimer parce que ils ne comprenaient pas. Ça, c'est vrai. Et je pense que par exemple, quand le bois dit que réussir dans le rap, c'est si long et si lent que si long, silence. Une des rimes comme ça, il faut comprendre le français. Ça, c'est vrai. Sinon, tu ne peux pas. Si tu ne comprends pas le français, comment tu vas savoir ce qu'il est en train de dire? Donc, c'était quand même limité. Voilà, il fallait écrire des textes simples pour les Burkinabés. Et c'est ça que Obissi, on n'est pas arrivé à faire. Ou bien, bon, c'était un choix aussi, il faut le dire. C'était un choix. On avait choisi cette manière-là. Avec les conséquences qui suivent aussi. Voilà. On était fermé quand même. On avait... Pour aimer Obissi, il fallait quand même être quand même... Il fallait être dur, pur. Ouais, dur, pur, bien sûr. Aujourd'hui, on se rend compte finalement, et ça tombe sur l'anniversaire de feu notre cher président Thomas Sankara. Oui. Et il paraît tu viens de la famille là. Bien sûr, je suis le neveu de Thomas Sankara. Okay. C'est-à-dire dans la famille Sankara, ils étaient 11. Et actuellement, je pense qu'ils sont 9 parce qu'il y a la première qui est décédée, elle était bébé. C'est une de nos tantes, mais bon, je vais dire, c'était un des enfants qui est décédé quand il était bébé. Ensuite, il y a eu Sankara qui est décédé, qui a été assassiné, si je peux le dire, pour dire les choses. Et il y a eu ma mère. Ma mère était la deuxième, je dirais le deuxième enfant de toute la famille. Voilà, parce qu'il y a l'aîné Florence, il y a ma mère Marie, et il y avait Thomas, il y a Pascal, il y a Valentin, il y a Colette, il y a Pauline, il y a Elisabeth qui est décédée bébé, il y a Pauline, il y a Paul, il y a Odile, il y a Blandine et il y a Lydie. Donc après ma mère, directement, c'était Thomas Sankara. Oui. Et récemment, on a eu Ops que, bon, bien sûr, je le connais bien. Ceux qui ne savent pas, il est un des fils de Lengani, le ministre de la Défense au moment de Sankara. Et il m'expliquait que quand ils ont arrêté son papa, père son âme, ils ont commencé à faire des articles pour salir son nom. Bien sûr. Et en ce moment, lui, jeune, ça l'affectait parce que même il y a des grandes personnes qui partaient vers lui et qui disaient, yo, c'est ton vieux qui a fait le coup, des trucs comme ça. Bien sûr. Je ne sais pas, tu as eu à vivre des choses similaires. Parce qu'ils ont essayé de salir le nom de Sankara. Bien sûr. On a vécu des choses. Moi, ma famille a été... Qu'est-ce qui a fait que nous tous, on est aux États-Unis aujourd'hui? C'est les conséquences de tout ça. Voilà, parce qu'il y a Blaise. Voilà, moi je l'appelle Blaise parce que depuis petit, c'est comme ça qu'on l'appelle. Les gens l'appellent président. Voilà, moi c'est Blaise puisqu'il venait en famille. Nous, on était petits, on le voyait. Moi, je me rappelle bien quand il venait, dès qu'il était à la maison, notre grand-père, Sambo Joseph, à Pasfanga, quand Blaise venait, il disait aux gens de partir, il disait à tous les enfants, hey, rentrez, mon fils est arrivé, je vais parler avec mon fils. Donc Blaise, c'était notre tonton. Nous, on a grandi le voyant comme notre tonton. Tonton Blaise, on partait dans ses pieds, on le touchait, on parlait avec lui, c'est comme ça on a grandi. Et moi, je me rappelle quand Thomas a été assassiné,
Thomas a été assassiné en 87. Moi, j'avais 8 ans. Wow. Et moi, ce n'est qu'à l'âge de 15 ans, 14, 15 ans que j'ai réalisé et j'ai accepté que Thomas est vraiment mort. Wow. Parce que je n'ai jamais cru que c'est vrai. Je me suis dit, les gens ont raconté des histoires. Blaise ne va jamais tuer Thomas. Les gens se sont trompés. Il l'a sûrement mis quelque part, il l'a caché. Et il va revenir. Il ne peut pas le tuer. C'est pas possible. Blaise, que moi je connais, tonton Blaise va tuer tonton Thomas. Non. Non, c'est pas possible. Wow. Oui, et je me rappelle aussi que quand Blaise venait, il était en famille. Quand Thomas passe et qu'il voit que la voiture de Blaise plus les militaires de Blaise sont là, il continue. Il n'entre jamais. Il dit qu'il ne va pas rentrer déranger le fils et puis son papa. Oh. Ouais. Ça c'est quand même, c'est voilà. désolant. Donc, c'est un peu la chose comme ça. Et ce que nous a fait mal dans toute l'histoire avec Blaise, c'est que Blaise était comme un frère qui a trahi la famille en tuant Thomas. C'était une autre personne, ça n'allait pas nous faire autant mal. Mais un fils de la famille qui tue son frère, ça fait mal, quoi. Parce que Blaise avait été accepté comme carrément quelqu'un de la famille. Voilà. Pour nous qui étions petits, nous, on ne voyait pas Blaise comme quelqu'un de dehors, on le voyait comme un frère de la maman, des trucs comme ça. Et ce qui a fait plus mal encore, c'est quand Thomas a été assassiné, Blaise n'a pas laissé la famille tranquille. Il y a eu des arrestations. Moi, mon grand frère a été arrêté, mes oncles, Pascal a été arrêté, frappé. Wow. Mais nos cousins, les gens ont été interdits. On a interdit à des gens de ne plus venir dans la famille, même à des prêtres, de ne plus venir à la famille Sankara. Donc Blaise a isolé la famille. Wow. Il a arrêté, il a fait battre beaucoup de gens, mettre des gens en prison, menacé de mort. Donc la maison de ma maman à Somgandé, à l'époque, à Degamson, a été perquisitionnée. Les armoires ont été brisées, cassées. Voilà, donc c'est dans ça qu'on a grandi, dans ce traumatisme-là. Et plus tard, on a entendu des histoires que Blaise a dit que, pour saluer le nom de la famille, que Thomas avait emporté de l'argent. Voilà, l'argent de la valise. Et aussi d'autres choses, disant que notre grand-père, lui demandait de l'argent. Donc c'est des trucs comme ça, ça faisait mal quand tu arrives quelque part. Tu as arrêté et tu entends les gens parler de ces choses-là. Ah, Sankara Baba, le papa de Sankara a demandé de l'argent à Blaise là. Ça fait mal. Et nous, on a vécu des choses comme ça. Ou bien des écrits qu'ils ont mis sur Internet et partout, disant que Sankara voulait tuer Blaise. Oui. Avant l'heure prévue là, c'est Sankara qui voulait tuer Blaise. Et comme Blaise n'avait pas le choix, il a tué Sankara. Donc quand tu arrives dans un coin, tu entends les gens discuter, tu essaies de défendre, tu dis non, en fait, la vérité c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et que les gens te rejettent. Les gens t'insultent, les gens disent que Sankara, il n'a pas été aussi droit qu'on le pensait. C'était un gars qui était ça. De fois, on a entendu ça. Donc ça fait mal quand même. Ça fait mal parce que nous, on a su comment, on l'a vu. Nous, on n'a pas... Ma mère, qui est la grande sœur de Thomas Sankara, voulait écrire un livre sur Sankara. Et moi, je suis son fils. Et il y a beaucoup de choses que moi, j'ai en tête. Et moi, je pense écrire ce livre-là à sa place. Il faut le faire. Parce que j'ai beaucoup d'informations que les gens ne savent pas. Mais même si tu ne veux pas écrire le livre-là, il faut faire des docu-séries. Des docu, ouais. Donc, parce que c'est assez truc de voir que Sankara, même quand il avait l'âge de 10, 11 ans, ou même peut-être plus jeune, quand les enfants se réunissaient pour faire des fêtes comme ça, quand on lui donnait l'argent et qu'ils utilisaient le reste de l'argent, il disait qu'il ne veut pas. Et il y a une fois, les enfants ont dit non, il faut garder. Il a dit à ma grand-mère, s'ils ne viennent pas prendre, moi, je ne sais pas quoi faire. Il a creusé un trou, il a mis l'argent dedans. Wow. Voilà. Donc ça montre depuis enfant le caractère de l'homme. Wow. Voilà, il était comme ça. Moi, je me rappelle qu'une fois, il y a un monsieur qui a amené un mouton. Et quand Sankara est venu, il a dit, qui a envoyé ça? Un monsieur qui est venu donner à la famille le mouton. Il a dit aux militaires là, de prendre le mouton, partir avec. Wow. Et parce que c'est pas normal. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Et ma mère était handicapée. Et il y a un autre blanc aussi qui a voulu payer un véhicule pour handicapé pour ma mère. Et Sankara a dit, non, tu ne payes pas. C'est parce que tu es ma soeur qui veut payer pour toi. Il y a combien d'handicapés y a-t-il au Burkina? Wow. Et il n'a pas payé pour tous ces handicapés-là, c'est toi qui veux donner. S'il veut te donner, qu'il paye pour tous les autres handicapés et qu'il paye pour toi.
Donc, c'était l'homme. Il était comme ça. C'était pas quelqu'un qui faisait semblant. Il était comme ça. Et ça c'est très important parce que au moment de Sankara, moi j'étais à Bilbao. Oui. Il y a juste en face de l'ancien stade municipal, il y avait genre une boutique là-bas, là où les handicapés confectionnaient, je pense que c'était des chaussures. Il y a aujourd'hui, quand tu regardes au Burkina, les handicapés, ils n'ont pas beaucoup d'ouverture. D'ouverture, de structure, il n'y a rien qui les accompagne. Sankara avait beaucoup travaillé dans ce domaine-là pour les personnes handicapées, et je dirais les personnes qui ont des handicaps, qui ont des handicaps qui quand même avaient des difficultés dans leur corps. Il était vraiment regardant, bon, peut-être parce que sa sœur était handicapée, mais pas seulement même ces personnes-là, toute personne qui était mise à l'écart, Sankara avait un regard d'aider des personnes, les gens qui sont faibles, les gens qui sont mis à l'écart. C'était la vision de l'homme comme ça. Donc, on a été vraiment, on a subi des traumatismes et beaucoup par rapport à ce que Blaise a fait à la famille et les paroles qui ont été dites et les actions. Par exemple, mon oncle à l'époque, tonton Paul, qui a eu le bac et on lui a refusé complètement. Il a dit tu as eu, mais des ordres ont été donnés qu'on ne doit pas te donner. Et il a été obligé de quitter le pays en 88 ou 89. Il a quitté le pays jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus jamais reparti au Burkina. Mais quelle raison lui il pouvait donner pour mettre la famille dans tous ces états-là? Non, mais c'est parce que c'est des systèmes. Et quand je parle de système, je parle de manière d'agir qui fait que dès que Blaise a pris le pouvoir, il a fait un nettoyage. Tout ce qui pouvait être un obstacle, qui pouvait un jour penser, je n'ai même pas dit agir, penser même se rebeller contre lui, il a fait un nettoyage. Il a tué tout ce qui était contre lui. Et la famille, pour carrément clouer la famille, briser la famille, amener la famille à ne même pas penser un jour à faire quoi que ce soit. Donc, terroriser. Voilà, c'est ça qu'il a fait. Il a terrorisé, il a vraiment, on a subi des traumatismes très, très, très graves. Ah, ok, je vois. En fait, c'était lui son moyen de s'assurer que... Exactement, qu'il n'y aurait pas de répression. Personne assujettir tout le monde, quoi. Et même s'assurer que personne ne va aller vers la famille pour aider la famille. Aider la famille, quoi. C'est ça. Donc, c'est une triste réalité, mais c'est ce qu'on a traversé et ça a été dur d'un moment à l'autre de voir que, voilà, les gens parlent autour de nous, les gens insultent. Voilà, les gens, ceux qui n'aimaient pas la rectitude, qui n'aimaient pas la vérité, quand Blaise est devenu président, ils étaient contents parce que... Oui, je pense que c'est ça qui a toujours été le problème. Quand le président Sankara était là, c'est comme quelque chose que Youssoufa a dit, que Sankara avait compris que, ou bien, que du champagne pour certaines personnes et de l'eau pour tout le monde. Pour tout le monde. Bien sûr. Et ceux qui pouvaient avoir le champagne, là, ils ne voulaient pas ça. Mais c'est ça qui a été le problème. Ils n'étaient pas contents. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est cette réalité-là qu'il y a au Burkina. Parce qu'il y a une partie de la population qui voit ses intérêts menacés. Quand Blaise perdait le pouvoir, des gens qui savaient que quand Blaise va perdre le pouvoir, ça allait être... Ils n'allaient plus avoir les avantages qu'ils ont. Voilà. Mais Thomas avait une vision générale, une vision d'aider tout le monde. Oui. Voilà. Et Thomas a été tué parce qu'il y a des gens qui voulaient bouffer. Oui. Voilà. Il y a des gens qui voulaient qu'on bouffe maintenant. Ils ne voulaient pas qu'on attende que ça mûrisse et que tout le monde ait sa part. Et je pense que l'autre fois, j'ai échangé avec un Rwandais qui a survécu le génocide rwandais et on était en train de causer et je demandais la question à savoir, est-ce que les gens pensent que
il peut avoir un changement sans ce changement, avec le capitalisme. Parce que ce que je pense, ce qui crée le problème, c'est quoi? C'est quand on permet à l'argent de contrôler les gens. Ou quand un État pense ou se laisse contrôler par un nombre d'individus. Il y aura toujours ce problème-là parce que, ok, au Burkina, par exemple, si c'est l'argent qui contrôle, tous ceux qui ont un peu d'argent, ils vont miser sur ce qui les arrange. Bien sûr. Donc, ce qui ne les arrange pas, ils vont miser contre. Bien sûr. Et ce que Sankara voulait éviter, c'est que ces gens-là contrôlent le pays. Bien sûr. Il voulait que tout le monde gagne et que les gens arrivent à choisir. On leur donne le choix. Ok, Bien voilà, sûr. ça là, c'est pas bon pour vous. Vous voulez ou vous voulez pas. Bien sûr. Même la nourriture, il s'assurait à ce que ce soit de la nourriture que nous. Bien sûr, nous produisons. Nous, on produit. De telle sorte que la raison pour laquelle le Soudan a des problèmes aujourd'hui, c'est à cause, ça a commencé avec la nourriture. Parce que si on dit, ok, aujourd'hui, vous n'allez plus avoir de pain. D'abord, au Burkina, non, on ne cultive pas le blé. Pourquoi on est en train de manger du pain, de quelque chose qu'on ne produit pas? Et pourquoi on va gréver à propos, on va gréver parce que non, ils ont augmenté le prix du pain. D'ailleurs, on ne produit pas le pain. Donc, c'est non. Si le pays qui produit le blé décide à augmenter le prix du blé, on n'a pas le choix mais si on arrive à créer quelque chose avec ce que nous on produit, personne ne peut rien bien sûr, au fait, ce combat-là a toujours été permanent dans tous les pays, même dans les pays les plus développés, même aux États-Unis ici. Voilà, il y a toujours eu ce combat-là de ceux qui veulent que les biens que le pays a soient distribués à tout le monde. Et il y a ceux qui combattent pour garder ces biens-là juste pour eux. Voilà. Mais le problème en Afrique, spécialement au Burkina, c'est le fait que c'est trop, je dirais, c'est trop flagrant et c'est trop, c'est exagéré. Parce que quand tu regardes le nombre de gens qui vivent sans eau potable, sans électricité au Burkina, et quand tu regardes que même jusqu'à présent, on a toujours des problèmes d'électricité, même dans la capitale, toujours des problèmes d'eau, même dans la capitale, tu te rends compte qu'il y a quand même un problème, une mauvaise politique au niveau des dirigeants. Et comme les gens l'ont dit, même dans les chansons, les gens le disent maintenant, ils se soignent à l'extérieur parce qu'ils en ont les moyens. Donc pourquoi ils vont se fatiguer à faire des bons hôpitaux pour vous? Parce que anyway, ils s'en foutent. Eux, dès qu'il y a un problème, ils prennent l'avion et ils vont se soigner. Donc c'est cet égoïsme-là qui est en train de détruire l'Afrique. C'est cet égoïsme-là. C'est nous qui avons les matières premières. C'est nous qui avons tout. Mais c'est nous qui sommes derrière parce qu'il y a une mauvaise politique. Et parce qu'il y a des gens qui sont très égoïstes, qui sont prêts à vendre leur pays, à vendre leurs frères. L'essentiel, c'est que eux et leur famille, ils soient à l'aise. Eux et leurs proches, ils soient à l'aise. Même si le peuple meurt, ils s'en foutent. Et c'est ça que Sankara a combattu. Et il ne faut pas oublier que l'Occident, qui vit aux dépens de l'Afrique, des pays africains, a intérêt à ce que les choses restent comme ça. Ça c'est vrai. Ils ont intérêt. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ça leur fait du bien quand ils peuvent continuer à exploiter nos matières premières, quand ils peuvent venir prendre l'or, prendre le diamant, et nos dirigeants leur permettent de faire ça. Donc ils vont créer une politique, manipuler nos pays, avec notre accord bien sûr, pour que les choses demeurent telles. Et ceux qui ont tué Sankara, c'était qui? Il faut le dire, c'était les Mitterrand, avec tous les autres complices des pays africains comme les Houphouët-Boigny et tous autres, qui eux étaient avec le maître. Ils étaient les bons chiens du maître. Voilà. Et Sankara, lui, il a refusé de faire ça, de vendre son pays, et c'est à cause de ça qu'il a été tué. C'est simple que ça. C'est simple. Et tu vois pas que c'est... Ok. Des gars comme Houphouët, j'ai entendu Charles Taylor aussi, ils ont participé à ça, à l'assassinat de Sankara.
Et juste après, maintenant, Blaise, il est au pouvoir. Et c'est lui qui a aidé à détruire des pays comme la Côte d'Ivoire. Bien sûr, Sierra Leone, la Guinée et tout. Bien sûr, puisque c'est le bon toutou du maître. Oui, du maître blanc. Et aussi, ça montre que chaque peuple, si vous avez un président qui participe à la destruction d'un autre pays, il faut faire partie de ce président-là. Parce que si c'est comme les Blancs disent, c'est karma. Ça veut dire What goes around comes around. Si lui là, si vous l'avez supporté, il a détruit un autre pays. Ce pays-là va vous détruire aussi. Bien sûr, bien sûr. Et souvent, quand je regarde les attentats au Burkina, souvent je me demande est-ce que c'est pas notre karma qui nous Bien sûr, c'est ce qu'on a semé qu'on récolte. Voilà. Oui, mais ça c'est vrai. Et il y a beaucoup de choses qu'on a eu à faire à l'extérieur. Et moi, je me rappelle que je suis allé en visite en Côte d'Ivoire en 2004, au mois de la crise. J'ai été arrêté. Ils m'ont arrêté. Quand j'ai montré mon passeport burkinabé, ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit, c'est vous les Burkinabés là, c'est vous qui avez envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Vous allez voir. Vous allez voir. Et ils m'ont mis, ils avaient une voiture qu'ils avaient fait, c'était comme un char, mais j'étais sûr qu'ils ont dit qu'ils allaient me mettre dedans. Et il paraît que quand on te met dedans, la chaleur. Non, pas la chaleur, tu ne sors jamais intact. Et heureusement, il y a eu le taximan qui m'avait pris ce jour-là, puisque j'étais avec mon ami. Le taximan nous a dit de faire tout pour leur donner l'argent. Et nous, tout ce qu'on avait sur nous ce jour-là, on leur a donné. Et c'est comme ça qu'ils nous ont laissé partir. Le taximan était obligé de nous donner, d'ajouter de l'argent